Nous sommes à l'effectif 8300. L'émission des pompiers de Paris, c'est l'émission des pompiers de France. Et le pompier français a aussi une originalité par rapport à ses collègues étrangers, c'est l'étendue du catalogue des missions qui lui incombent. Ce généraliste du risque qu'est aujourd'hui le pompier français et le pompier de Paris est quelque part le couteau suisse parce qu'on trouvera toujours une lame qui correspond à la situation. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de faire une chute. Ah, vous venez de chuter, d'accord. Je viens de faire une chute, mon doigt il est cassé. Bon, je vais vous passer le SAMU, vous habitez où? J'habite à Bourg-la-Reine. À Bourg-la-Reine, donc je vais vous passer le SAMU, vous allez leur demander une ambulance privée, hein? Ne quittez pas. Dès que vous faites le 18 ou le 112, vous tombez sur la rotonde qui reçoit 4000 appels jour. Premièrement, un centre de traitement de l'alerte, donc qui réceptionne l'ensemble des appels de la région parisienne défendus par la BSPP, soit le 75, 92, 93 et 94, donc 4 départements. À cela s'ajoute une coordination médicale qui fait le trait d'union entre le 18 et le 15, et une salle opérationnelle ainsi qu'une salle de gestion de crise. Je suis à l'extérieur de la maison, j'ai un bébé de 15 mois qui dort. Oui. La porte s'est fermée et je suis entrée dans la maison. Est-ce que c'est de votre ressort ou Ah, il faut appeler un serrurier pour ça, madame. Faites appel au page jaune et vous faites appel à un serrurier. D'accord, merci beaucoup. Voilà, au revoir. Ici, on reçoit toute la misère du monde. Donc, le travail de l'opérateur, c'est justement de faire un peu le tri entre les vraies missions sapeurs-pompiers et celles qui ne le sont pas. Essayer d'expliquer aux gens, justement, qu'on ne peut pas intervenir sur tout et n'importe quoi, même si pour eux, leur souci, c'est le centre du monde, quoi. On ne peut pas monopoliser tous les véhicules sur toutes les demandes des gens. Donc on essaie un petit peu de cibler vraiment les missions pompiers, celles qui ne le sont pas, et les rediriger sur toutes les structures qui existent, le SAMU, SOS médecins, la police, etc. pour répondre à un problème. Quoi. Bon, et vous voyez beaucoup de fumée, il y a beaucoup de fumée dans l'appartement ou pas? Dans tout l'immeuble aussi? Il y a des codes d'accès ou pas pour rentrer? D'accord, donnez-moi les codes d'accès quand même. Donnez-moi les codes d'accès. Il a pris quoi? D'accord, donc vous ouvrez en bas, vous serez en bas. Hein. D'accord, très bien. Bon écoutez, on est parti, on arrive. Hein. Ah, c'est gardé derrière. Produit anti-cafard. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un produit anti-cafard. Que les gens ont laissé faire brûler. Ils ont laissé, ils n'ont pas aéré leur appartement et puis voilà, ça dégage de la fumée. Ça fait... Ouvrez les yeux. Serrez-moi la main. Il dormait ou pas? Non. Non, il simule. J'aimerais bien dormir à 1h30 du matin. Non, on entend le capitaine sommeil là. Ouais. Hein? Ouais, 1h35. Alors ici, je pense qu'on va mettre une deuxième lampe ici pour attaquer le foyer. Après, on a un point. Donc ici, nous nous trouvons en salle opérationnelle, c'est-à-dire que dès l'instant où une intervention monte en puissance, cette salle est activée pour la gérer depuis l'état-major.
Dès l'instant où cette intervention va monter une deuxième fois en puissance, on la gérera depuis la salle de gestion de crise. Cette salle est activée en moyenne 2 fois par jour sur l'ensemble de l'année. Bien, vous préparez demande sèche du collègue Gallet, je prends le COS, je demande un bras élévateur articulé. Nous sommes là pour envoyer le maximum de moyens sur intervention. Une fois que ces moyens sont sur intervention, on se met en liaison avec le COS, le commandement des opérations de secours. Et 2 engins pompes. Ce commandement des opérations de secours va nous remonter sa problématique rencontrée sur intervention et va nous demander des volumes de moyens supplémentaires. Charge à nous de répondre à ses besoins. Quel qu'il soit, nous sommes là pour le servir et pour lui donner le maximum de facilité pour lui mener l'intervention au niveau tactique. Lorsque nous arrivons sur un feu, mais ceci est valable pour toute forme d'intervention, donc nous arrivons sur des situations qui sont caractérisées par un désordre majeur, et parfois même un désordre mortel. Et nous opposons en face une organisation extrêmement rigoureuse, une organisation militaire de l'engagement de nos équipes. Il y a 3 cages d'escalier. Oui. Il y a ce bâtiment-là à côté, là, il est en plein dans le vent et dans le panache. Hein. Oui. On va faire énormément de reconnaissance. Vous allez prendre le col rapidement et vous allez demander 2 fourgons tout de suite. Et après, c'est de bon sens. D'abord, vous prenez le col, vous demandez 2 fourgons et après, vous commencez à faire le point. Voici mon colonel. Oui. Donc, il y a toujours un chef. Donc, c'est lui qui envoie les équipes et il les envoie dans un certain ordonnancement. Cet ordonnancement correspond à ce que nous appelons la marche générale des opérations. Et ensuite, chaque engin a sa propre spécialité. Donc, les engins pompes font en général les reconnaissances, les sauvetages et l'extinction. Les spécialistes de l'échelle font avant tout les sauvetages, mais aussi la création d'exutoires pour permettre la canalisation des gaz de fumée. Le véhicule secours à victimes est là pour prendre en compte les premières victimes et également aussi venir en aide aux pompiers qui ont des coups de chaleur, des malaises, qui peuvent eux-mêmes être blessés sur intervention. Donc chaque engin a une vocation et un éventail de missions. Tout est froid, tout est en bleu. Tout à l'heure, c'était à plus de 100 degrés. À Paris, nous affrontons à peu près 20 000 incendies d'habitation tous les ans. Et donc l'activité incendie constitue à être encore une activité forte. Ce qui est nouveau, depuis plus de 30 ans, le pompier, le soldat du feu, est devenu petit à petit un soldat de la vie. Aujourd'hui, 70% de l'activité des pompiers de France et de Paris sont des activités de secours à personne. Ouais, mais attendez. Bougez pas, bougez pas. Posez. Il habite ici ou il habite... Non. Bougez pas. Alors, bon, son œil, enfin, la paupière gauche est coupée. Au-dessus, on voit pas. C'est gonflé, on voit pas l'œil. Ouais, il n'arrive pas à l'ouvrir. On a essayé d'écarter un peu, c'est difficile. Calmez-vous, monsieur, on y va là. SAV1 Montmartre se présente, l'urgence au tel lieu. Vous m'entendez? Le pompier de Paris, le pompier français, c'est effectivement un soldat du feu, un spécialiste de l'extinction ou de la prévention des incendies. C'est devenu depuis 30 ans un secouriste confirmé, un véritable spécialiste là aussi du secours à personne. Et c'est aussi un spécialiste du risque technique, du risque technologique urbain. Et ça, c'est une caractéristique du pompier de Paris et aussi de tous les pompiers des grandes mégapoles modernes. Pour répondre à tous ces risques spécifiques, nous avons des unités spécialisées. Nous avons des unités spécialisées. Nous en avons une effectivement
qui est une unité de véritables acrobates capables d'aller faire des sauvetages très dangereux, très périlleux, très spectaculaires. Les tentatives de suicide à la Tour Eiffel, mais également sur tous les immeubles de grande hauteur, constituent la spécialité de cette unité qui s'appelle le groupe de recherche et d'exploration en profondeur, le GREP. Le secours fluvial constitue aussi une des composantes des pompiers de Paris. Nous avons des embarcations qui sont spécialisées pour le sauvetage des personnes qui sont à l'eau et qui nous permettent effectivement non seulement de les sauver, mais de commencer à traiter, à faire les premiers gestes de secourisme sur le bateau avant de pouvoir aborder une ambulance ou la porter directement à l'hôpital. Nous avons 2 bateaux-pompes. Ce sont des engins tout à fait spécifiques, mais on trouve à peu près la même chose dans tous les grands ports ou tous les corps de pompiers qui sont associés à une activité fluviale ou maritime. Nous en avons 2 pour Paris, qui répondent à des besoins tout à fait spécifiques que nous appelons les grands feux, les hypothèses de grands feux. Il y a un certain nombre de dépôts d'hydrocarbures ou de grandes surfaces de stockage qui nécessitent des besoins hydrauliques énormes que seuls les bateaux-pompes, qui sont en fait des véritables stations de pompage flottantes, sont capables de délivrer. Donc là, il s'apprête à faire une recherche le long du quai et il va partir en demi-circonférence. À chaque fois que je lui donnerai un coup, il prendra 1 mètre et il se laissera aller dans le courant, 1 mètre par 1 mètre. Donc là, le plongeur, normalement jamais il doit se mettre à genoux, descendre le long de l'échelle pour éviter de heurter des objets qui sont au fond de l'eau. Voilà, donc là il effectue une descente en phoque. Là par exemple, juste ici, là, il y a une mobilette. Beaucoup de caissons de bouteilles parce que les gens le soir font la fête sur les quais de Seine et du coup le matin toutes les bouteilles vont en Seine, donc il faut faire attention. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui l'été se baignent et en sautant ici il n'y a pas beaucoup de profondeur, se blessent parce qu'il n'y a que des caissons de bouteilles au fond. C'est cette hypothèse absolument catastrophique qui combinerait un événement comme l'hypothèse d'attentat hyper-terroriste de New York, de Madrid ou de Londres, avec l'utilisation d'un agent chimique ou radiologique destiné à produire un maximum de pertes. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus écarter ce type de scénario. C'est la raison pour laquelle l'État français a doté la plupart des corps de pompiers, en particulier les grands corps qui correspondent aux grandes agglomérations, lesquelles sont souvent la cible des attentats terroristes, de moyens, je pense, suffisants, conséquents, en matière de détection, de prévention de ce risque et surtout de traitement des populations qui seraient concernées par ce type d'attentat, que ce soit pour un attentat avec l'utilisation de produits chimiques ou de substances radiologiques. La radioactivité, c'est lorsqu'un corps se désintègre en émettant des rayonnements. C'est ça qui est dangereux. Et nous, c'est ce qu'on cherche à détecter pour pouvoir ensuite repérer la source de ces rayonnements. Ce sont des équipements qui les protègent contre les rayonnements radioactifs. Donc avec ce type d'équipement, ils peuvent approcher à proximité de sources radioactives pour les récupérer et les mettre ensuite en sécurité dans des châteaux de plomb qui permettent d'empêcher tout rayonnement radioactif autour de la source et donc de mettre le public et l'environnement en sécurité.
Une autre spécificité technique des sapeurs-pompiers de Paris, qui ont également une compétence technique pour intervenir sur des interventions à caractère biologique. Il nous arrive parfois d'être alertés sur des enveloppes qui ont été trouvées et qui contenaient de la poudre. Il est donc pour nous indispensable de savoir quelle est l'origine de cette poudre et surtout quelle est sa nature. Donc les spécialistes en intervention biologique des pompiers de Paris peuvent intervenir pour déterminer très précisément la nature de cette poudre avec ce type d'appareillage et donc pour identifier s'il y a ou s'il n'y a pas de risque à caractère biologique. Nous avons aussi des spécialistes du risque animalier. Il y a de plus en plus, c'est une mode, de gens qui changent un petit peu du chat ou du chien comme animal de compagnie et prennent des variétés beaucoup plus exotiques et parfois même dangereuses. Donc nous avons été obligés de nous adapter à ce risque et de former une équipe. Au départ, c'était l'équipe cynotechnique, les spécialistes des chiens de recherche de la brigade, que nous avons formés par analogie au risque animalier en général. Ils interviennent sur des opérations parfois très pointues. Je cite l'an dernier ce cas inouï d'un élevage de serpents par un particulier, un élevage non déclaré bien entendu. Il y a une centaine de serpents parmi les espèces les plus venimeuses du monde qui se sont égayés dans la nature et c'est cette équipe de spécialistes qui est intervenue pour les récupérer. Le profil du sapeur-pompier de Paris, et ça se voit quand on est en phase 2, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, c'est ce qui surprend le plus. Et cette jeunesse, elle est due à une des particularités du corps qui est effectivement le statut militaire adapté au service public que nous représentons. Au départ, il y a un mouvement d'humeur impérial de Napoléon Ier qui, échappant de justesse à un incendie à l'ambassade d'Autriche où un bal était donné en son honneur, a pu constater l'impéritie de ce qui servait à l'époque de service public contre l'incendie, qui visiblement a fait une pauvre prestation devant l'empereur et sa cour. Donc, dans un geste d'humeur, Napoléon a militarisé le corps des pompiers de Paris en faisant un bataillon du génie avec une mission tout à fait spécifique. Cela s'est passé en 1810, donc juste à l'issue de la période révolutionnaire, et en créant ce premier corps militarisé, il a aussi créé probablement le premier corps de sapeurs-pompiers professionnels de France, d'Europe, peut-être même du monde d'ailleurs. Pourquoi sommes-nous 200 ans plus tard encore à statut militaire et une originalité absolue, au moins dans le paysage professionnel en Europe? C'est parce que la situation en France, la situation de Paris dans le territoire français est une situation qui géographiquement et historiquement est tout à fait particulière. Nous trouvons sur ce tout petit territoire tous les centres de commande de l'État et à peu près 25 à 30% de la richesse nationale. Donc cette hyperconcentration de plusieurs enjeux sur un tout petit territoire incite la puissance publique à disposer d'agents de service public particulièrement fiables pour la mission de protection des biens et des personnes. Or, ces conditions de fiabilité correspondent assez près au statut militaire. Pour défendre ce secteur, nous sommes organisés autour de 80 casernes à peu près, chaque caserne ayant un secteur territorialement affecté et chaque patron de caserne est responsable de l'activité opérationnelle, quelle qu'elle soit, sur son secteur. Capitaine Kiefer, sortez des rangs. Officier méthodique et déterminé, vous avez permis le sauvetage d'un homme menacé par les flammes et procédé à l'extinction de cet incendie. Aussi, ai-je décidé de vous décerner la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. À cette occasion, il m'est agréable de vous adresser mes plus vives félicitations. Je vous prie d'agréer, mon capitaine, l'expression de mes sentiments distingués et les meilleurs. Michel Godin, préfet de police. Le profil du sapeur-pompier de la 9e compagnie, c'est quelqu'un qui vient de province et qui a en règle générale
entre 23 et 25 ans, et puis qui vient donc à la 9e compagnie, dans la caserne à laquelle il est affecté, pour effectuer 1 à 2 gardes successives de 24 heures, et ce, à raison de 12 gardes par mois. Ils arrivent bien souvent donc après un cursus scolaire, soit un CAP, soit un BEP, soit un diplôme plus général tel qu'un baccalauréat. Et puis certains se présentent chez les pompiers de Paris avec un diplôme universitaire. On a une gamme très variée de personnes. Certains ne sont pas leur première expérience professionnelle et souhaitent un changement de cap et donc décident de s'engager chez les pompiers de Paris. Cette personne-là a toute l'attitude, et c'est l'avantage un petit peu de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de développer ses connaissances et son potentiel au sein de notre institution. Comme nous sommes dans un secteur qui est très dense et très sollicité par le nombre d'interventions, eh bien la journée du pompier à Montmartre, elle est tout le temps entrecoupée par des interventions. La personne qui vous a appelé, elle habite où? Pas ici, dans le 05, donc je sais plus où exactement où il a appelé. Elle a plus de nouvelles depuis combien de temps? Ça fait depuis une semaine. Une semaine? Jours, ouais. Si vous voulez essayer avec ça. Il y a la clé dedans, comme ça. Bonjour. Mais nous, on va être obligé de passer par chez vous pour aller chez le voisin. Je suis passé. On nous a appelé pour une personne ne répondant pas aux appels, donc au 5e étage. Donc forcément, on va essayer de rentrer dans l'appartement par l'extérieur puisque la porte d'entrée est fermée à clé de l'intérieur. Probablement qu'on trouvera quelqu'un à l'intérieur. C'est ouvert ou pas? Quand j'étais à la fac, j'étais étudiant en licence informatique. Puis je voyais pas d'avenir dans ce que je faisais, donc un jour je me suis levé et je me suis dit que j'allais faire le métier de pompier. Alors, rigide ou quoi? Ah ouais, rigide. Mon casque. T'es décédé. Encore décédé? Ouais. Il y a quelqu'un derrière? Ouais. Chaque personnel a un emploi bien particulier, en plus de décaler. On ne fait pas qu'attendre dans les engins, on doit travailler au bureau aussi. Après, il y a différents services, donc là c'est le pôle administratif. Après, vous avez le service de la remise qui s'occupe des engins, le casernement qui s'occupe de l'entretien des locaux. On fait une prise extérieure pour gérer tout ça. J'ai la même formation que les autres. Sauf qu'il arrive un moment dans la carrière, on doit avoir des postes à responsabilité. Le poste de sous-officier administratif en fait partie. La particularité de celui-ci, c'est qu'on doit être là tous les jours. Nous obligeons les cadres, donc les officiers et les sous-officiers, à habiter dans la caserne avec leur famille. Donc tout le monde participe, femmes et enfants, au rythme de la vie de la caserne. C'est une contrainte. Alors, bien entendu, nous offrons la gratuité du logement, on ne va quand même pas leur faire payer un loyer, mais je sais qu'il nous faut faire preuve de beaucoup de vigilance pour que cette nuisance ne déséquilibre pas les structures familiales. Quand je ne suis pas de garde, c'est comme si j'étais employé dans le civil, dans une entreprise traditionnelle. Donc, le soir, je mange avec eux, je vais les récupérer à l'école le soir.
Je suis fière de lui voilà, en général. Il fait quelque chose qu'il aime et je trouve que c'est bien dans la vie de faire un métier qu'on aime. Il y a Marion qui voudrait être pompière. Et Victor, lui, on lui a jamais parlé de pompier, le petit dernier. Mais par contre, il reconnaît tout de suite les camions et c'est assez impressionnant, je trouve. Pour les militaires du rang, donc pour les 6000 sapeurs militaires du rang, nous ne pouvons pas les obliger à habiter avec leur famille. Nous leur proposons, nous leur offrons bien entendu un espace de vie avec un lit, une armoire, mais leur centre de gravité personnel, familial, se situe en province. C'est ce que nous appelons le pompier TGV, puisque effectivement, avec le train à grande vitesse, nous avons adapté notre politique de recrutement sur les bassins de population desservis par les lignes TGV. Je suis un pompier TGV, ça a ses avantages, ses inconvénients. Moi j'habite à Rouen, donc je suis à 1 heure d'ici, à peu près. Donc quand je pars d'ici, je prends la gare Saint-Lazare, j'arrive à Rouen, j'en ai pour 1 heure. Le seul inconvénient, c'est que si on vient pas en voiture, parce qu'à ce moment-là, la voiture, je peux venir dès le matin à ma garde, on doit venir la veille. Je suis de garde le lundi, mardi, je viendrai le dimanche soir. Je prendrai le dernier train à 22h et j'arriverai ici vers 23h, 23h30. L'avantage, c'est qu'on n'est pas en retard. Pour la garde, l'inconvénient, c'est qu'on perd une nuit avec sa famille, mais bon. Je suis un pompier TGV qui fait les allers-retours. Donc actuellement, j'habite à Toulouse. Donc je fais les allers-retours entre Paris et Toulouse. C'est dur à certains moments, mais c'est un choix qu'on a fait, de vouloir faire les allers-retours entre chez nous et puis Paris. Parce qu'on a envie de rester chez nous, on a nos familles, on a nos habitudes, nos passions qui sont en bas et donc voilà quoi. Donc action-réaction, on va aller en salle d'instruction, tout de suite là dans la foulée. Pour moi, être une femme, ça ne fait aucune différence, puisque ce qu'on regarde ici, c'est le métier, c'est la fonction. Et ce qui est important pour moi, c'est d'être bonne dans mon métier, professionnellement et opérationnellement parlant. Et c'est ça qui est important pour moi. C'est toujours l'inattendu, l'intervention, aucune intervention se ressemble. Mais bon, c'est ça qui est aussi attirant et attrayant dans ce métier, c'est qu'il faut s'adapter en permanence, puis se remettre en question également. Je suis sereine de partir avec mes hommes parce que je sais qu'ils tiennent la route et je sais que sur l'intervention, quoi qu'il arrive, ça se passera bien. Tout le monde est habillé là? Hein? Ouais, c'est bon, Jérôme, on est habillé? Allez, C'est pour savoir si j'ai amené tout le matos. Ah oui. Même plus fort. Même plus fort. Ça c'est au premier étage. Et au deuxième étage, il y a des personnes en ce moment. Ça va très bien. Merci monsieur. Il y a des plaques chauffantes avec une casserole dessus. Hein? Il y a des plaques électriques avec une casserole dessus. Il y a beaucoup de gens comme ça qui oublient les aliments sur le feu, ce qui fait que bon, ça chauffe bien et puis ça sent le brûler après. Il n'y a personne dans l'appartement là? Nous avons depuis 2 ans maintenant les premiers officiers, donc des jeunes lieutenantes, sapeurs-pompiers de Paris. Les toutes premières sont issues de l'école de Saint-Cyr, donc elles ont effectué l'école de formation des officiers de l'armée de terre à Saint-Cyr-Coët-Quidan, et à Saint-Cyr, elles ont choisi l'option sécurité qui les amène chez les pompiers de Paris plutôt que l'artillerie, l'infanterie ou les chars.
Chaque jour, on a un sport de prévu. Et aujourd'hui, c'est course à pied. Donc bah, là, on fait un tour de notre secteur, un petit tour du 18e. Et bah là, moi, comme je suis conducteur, je reste dans le camion et on est obligé de rouler avec les engins à côté de la garde. Parce que si jamais on doit partir sur intervention, à tout moment, il s'arrête, on se change et on est parti. C'est bien ça. Allez. Le sport fait partie intégrante du métier de sapeur-pompier. Nous avons besoin d'être en bonne condition physique pour se rendre sur intervention. Donc on s'y emploie matin et soir dans la mesure où le planning nous le permet. Il y a deux tendances. La première, la séance matinale est dédiée à faire travailler l'endurance, course à pied, natation. Et puis le soir, on développe davantage des séances à dominante gymnastique, ou voire musculation, poids de corps, on va dire. Donc c'est essentiellement le but étant de travailler avec le poids du corps. Bon, ça permet de créer un groupe, donc susciter la cohésion, le plaisir de partager un effort sportif ensemble. Donc c'est quelque chose de bien, de positif. La durée de l'effort est identique, la minute n'est pas plus longue pour les sous-officiers ou les officiers. Tout le monde est à loger à la même enseigne et ça permet justement de se comparer, peu importe le niveau de la personne. Les 3 premiers à la planche. Marche. Première classe payelle, 11 mois de service. Montez. Il leur est demandé tous les jours, parfois même 2 fois par jour, de se livrer à cet exercice pour montrer qu'ils sont capables de se maintenir au niveau d'exigence physique que nous leur imposons. Celui qui ne réussit pas l'exercice de la planche ne monte pas dans les camions. C'est le même tarif pour les cadres et les officiers. Alors, pourquoi les pompiers de Paris sont-ils d'excellents gymnastes? Tout simplement parce que nous défendons le type d'incendie qui nous est le plus familier, c'est l'incendie d'habitation. Et dans un incendie d'immeuble, il y a des personnes à sauver. Et l'immeuble parisien, tout à fait caractéristique, nous oblige à effectuer de véritables manœuvres de funambulisme pour aller chercher des gens en péril. La dimension tout à fait particulière de l'exercice de pompier à Paris nous confronte avec un danger mortel qui se traduit par, statistiquement, un mort au feu tous les ans à Paris. Le pompier de Paris peut risquer sa peau. Il le sait en arrivant. Il le sait. Et tous les lundis matins, effectivement, dans toutes les casernes de la brigade, la lecture des morts au feu est là pour leur rappeler. Nous ne faisons pas un métier neutre. Pour l'ensemble, garde. Nous allons procéder au rappel des circonstances des décès du sapeur Marmin. Le 28 octobre 1956, le fourgon du centre de secours Choisy-le-Roi partait pour feu au 38 rue Maximilien Robespierre à Thiers. Sur le trajet, le fourgon fut heurté de plein fouet par un véhicule. Éjecté du fourgon, le sapeur Marmin fut tué sur le coup. Plusieurs de ses camarades furent blessés. La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement a été décernée à titre posthume. Il a été cité à l'ordre du régiment de sapeurs-pompiers de Paris. Repos. Pour l'ensemble, garde à l'appel. Sapeur Rémy. Mort au feu. Que par le chef Guignard. Mort au feu. Par le chef Pilorge. Mort au feu.
Mort au feu! 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 Le principal problème d'ailleurs à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, c'est l'accroissement de l'activité opérationnelle. Songez que cette année, nous allons aborder, probablement, percuter le plafond des 500 000, du demi-million de sorties pour un corps de 8000 pompiers. Ici, dans cette caserne à Montmartre, on frôle les 50 départs par 24 heures. Et cette tension n'est gérable qu'au fait que nous exerçons un métier passion. Nous sommes passés petit à petit de l'urgence à l'assistance et de l'assistance à l'assistanat. Et je considère aujourd'hui qu'un appel sur 4 pour secours à victimes est un appel qui ne relève pas des secours d'urgence. C'est un appel qui aurait dû être adressé aux médecins de ville, à une société privée d'assistance médicale ou à une société privée d'ambulanciers. Mais nous ne sommes plus dans l'urgence. Et ça fait 2 mois que vous avez mal. Et pourquoi vous nous appelez là? Faut aller à l'hôpital. Ah, dans le 15e en plus? Oui. Et ben nous, on va aller à l'hôpital Bichat, monsieur. Parce qu'on va pas où on veut. On a un secteur de compétences. Apparemment, ça fait 2 mois qu'il aurait mal à la poitrine, le monsieur. Bon, et puis là, ça lui a fait un peu plus mal que d'habitude. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autres signes de détresse associés. Hein. Pas de sueur, pas de pâleur, les conjonctifs sont colorés. Il voulait... ouais, ah oui, le monsieur veut aller dans l'hôpital dans le 15e. Hein. Voilà. Bon, allez, je l'emmène à... Voilà, je l'emmène à Bichat. Un petit peu. Bonne soirée. Le monsieur, ça fait 2 mois qu'il a mal à la poitrine. Il appelle les pompiers dans un restaurant à 9h du soir. Et elle est toujours pas là. Si nous observons encore 1 année ou 2 années de plus l'accroissement de cette sollicitation, il nous faudra trouver des réponses plus convaincantes et probablement une réponse qui tape au portefeuille. Si elle habite là, elle est perdue. Mais on vient de l'apprendre. Alors, elle sait pas le... Elle était là sur le trottoir, en train de pleurer. J'habite 4 rues, ça va, on pourra... Ça vous dit rien du tout ici? Ça vous dit rien, ça? Mais non, c'est constamment ouvert. Madame, est-ce que vous voulez... Madame, Madame, est-ce que vous voulez aller voir un médecin? Oui, vous voulez. Et ça sera le gars qui va le voir. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais c'est comme vous êtes toute seule, on va aller voir un médecin. J'ai l'air de normal, non? Bien sûr. Ah, vous avez de la patate quand même. Est-ce que d'après vous, je suis normal? Tout ce que vous me dites, c'est clair, c'est cohérent. Vous savez quel jour on est? Hein? Vous savez quel jour nous sommes? Je suis pas folle, hein? Mais j'ai jamais dit ça. Pas du tout. C'est bien ça. Non, non, non. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? On va voir ça à l'hôpital. Il y a un médecin qui va vous ausculter, il va vous faire un bilan. Mon fils, comment ça? Votre fils va être prévenu et il va vous rejoindre. C'est particulier, on tombe sur une femme très désorientée, on va dire, qui est à 2 pas de chez elle. Elle était dans le hall, mais là-dedans, il y a quelque chose qui a dû sauter entre guillemets parce qu'elle ne savait plus où elle était. À la base, notre rôle, c'est de faire de l'urgence. Et quand on voit ça, il n'y avait pas vraiment d'urgence. Elle ne sait pas trop où elle est, mais à part ça, s'il y avait son fils dans l'appartement en plus, il aurait très bien pu lui-même l'emmener à l'hôpital pour consulter ou pour voir quelqu'un. C'est notre rôle quand on arrive, mais c'est aussi par défaut, entre guillemets. Parce que pour ce genre de choses, sachant qu'en plus elle a quelqu'un qui peut l'emmener à l'hôpital, c'est pas forcément de notre ressort de le faire. Mais on vient, ouais, on est là pour ça aussi. Voilà dans tes rues, si tu as porté
Nous recrutons tous les ans à peu près 1000 pompiers. 1000 pompiers, essentiellement des militaires du rang, donc des jeunes recrues qui rentrent au centre de Villeneuve-Saint-Georges, qui est la matrice du pompier de Paris. Voici des serviteurs dévoués, si fiers des sapeurs-pompiers. À mon commandement, repos. Messieurs, bonjour. Ça fait maintenant une semaine que vous êtes incorporés au sein de la BSPP. Je viens vous voir sur le terrain, voir comment ça se passe. Vous avez beaucoup progressé. Il y a une semaine, effectivement, vous étiez encore civil. Depuis, beaucoup de choses se sont passées. On vous a habillé et vous avez commencé à marcher au pas. Vous commencez à former une section. Je suis fier de vous, mais le trajet est encore long. Effectivement, il vous reste encore beaucoup de choses à apprendre. Votre encadrement est là. Écoutez, je vous souhaite bien du courage. Et ma foi, ne perdez pas espoir, vous faites le plus beau métier du monde. Pour l'ensemble, Pourquoi devenir pompier de Paris? Pour la bonne et simple raison que j'ai été pompier volontaire au départ, que j'ai suivi un parcours sportif d'assez haut niveau et que j'ai voulu compléter ça dans une entité d'élite, dans un corps particulier. J'ai choisi celui de la brigade. La brigade est réputée pour avoir une formation un peu plus poussée, un peu plus militaire tout simplement, parce qu'on est des militaires du rang, on n'est plus des fonctionnaires et la vie de militaire m'intéressait. C'est aussi une volonté d'être dans une institution où il y a de l'autorité, pas forcément faire un petit peu ce qu'on veut, le fait d'obéir à des ordres, avoir des responsables, des gens au-dessus de soi, aussi avoir des gens en dessous de soi. Le niveau de responsabilité il est intéressant et puis on peut évoluer. Tous les sapeurs-pompiers de Paris, depuis 1966, sont passés effectivement dans ces murs vénérins. Il y a 2 volets de formation. On apprend aux jeunes Français et Françaises qui viennent à être des militaires et à être des sapeurs-pompiers. Si vous faites le quart de tour, vous allez rentrer dans votre placard. Vous faites un demi-tour et vous partez directement. Parce que là, le quart de tour, vous partez dans le placard. Je ne vais pas ouvrir le placard. Allez. Vous faites un demi-tour, vous quittez la pièce. La jeune recrue qui arrive à la brigade commence par recevoir une instruction militaire. Pendant quelques jours, nous lui donnons les rudiments de la vie militaire. Ensuite, nous le formons tout de suite à son futur métier qui est le secourisme. Un sapeur-pompier de Paris, le cœur du métier d'un sapeur-pompier de Paris, c'est d'être un secouriste professionnel. Je vais vous transmettre ce qu'on a déjà. Donc là, on a une ventilation. Donc on a une personne qui fait une allergie. Au début, ça a commencé simplement par... Il y a une demi-heure qu'il a mangé les fruits de mer ou il a commencé à avoir des symptômes? Il y a une demi-heure qu'il les a mangés et après il a commencé à avoir une pointe dans l'estomac et au bout d'un moment ça a déclenché les vomissements. Il n'y a rien de particulier en ce moment, pas de voyage, rien de... J'ai pas posé la question. En 4 mois, les jeunes Français ont ce permis d'exercer, sont donc devenus des sapeurs-pompiers de Paris grâce à un système formatif qui est rodé, puisque nous avons un système qui nous permet de suivre nos jeunes recrues individuellement et nous les amenons effectivement au niveau requis pour qu'ils puissent intervenir dans les rues de la capitale. Donc ici, c'est des stagiaires qui sont déjà pompiers, avec plus ou moins d'ancienneté, selon certains. Ça va du plus jeune, à peu près 10 mois de service, au plus ancien qui a une dizaine d'années de service. Et qui passent donc leur premier grade au sein de la brigade, donc le grade de caporal, pour devenir chef d'équipe dans les engins d'intervention, donc de secours à victimes et d'incendie. Qu'est-ce qu'il faut pour ce genre de feu? Il faut être dynamique, du dynamisme. Tu vas dedans, d'accord? Je suis dedans, je pioche dedans, j'y vais. Intérieur de l'habitacle il est éteint. Une fois que j'ai fait mon tour, qu'est-ce qui est primordial? Les passages de roues. Les passages de roues, faites-les à chaque fois que ça se enflamme. C'est quoi? C'est tous tes passages de roues. C'est que du plastique dans tes passages de roues en dessous là. Donc fous des bons coups de lance là-dessus. Vas-y, un feu de véhicule, tu sors d'un feu de véhicule, tu dois transpirer. C'est un feu où tu
tu le donnes, tu es fatigué. Le servant derrière, il fait suivre. Le servant, quand je vois le tuyau qui traîne, le tuyau, faut pas qu'il traîne dans les décombres. Après, c'est pour ça que les tuyaux sont percés. D'accord? Donc le servant, il doit être dynamique aussi derrière. Tu demandes à ton servant d'ouvrir le capot, t'as même pas ta lance prête en haut, t'es derrière lui, tu es bloqué. Imagine, t'as vu là la flamme que ça fait? Le servant, il se reprend un retour de flamme dans le visage. T'as même pas ta lance pour agir derrière. Faire vraiment une approche en feu réel, leur donner une petite appréhension en plus et de voir que c'est pas si simple que ça, même d'éteindre par exemple un feu de véhicule avec les différents liquides qui peuvent, que ce soit essence, les huiles qui peuvent en couler, les différents dispositifs pyrotechniques qu'il peut y avoir maintenant dedans. En banlieue, donc on en retrouve en période estivale, dès qu'il y a eu les problèmes au niveau des cités, donc beaucoup de feux de véhicules, donc c'est vrai qu'il faut qu'ils soient prêts à intervenir. Nous regrettons que depuis une dizaine d'années, cette image respectée, cette image neutre du pompier est de plus en plus battue en brèche par des comportements qui sont extrêmement agressifs pour toute personne qui porte un uniforme. Le pompier de Paris a pour mission d'aller partout et pour l'instant c'est bien comme ça et je peux vous dire qu'à 99,8% ou 9% on va partout. Donc ça peut énerver, ça peut agacer certains petits jeunes et autres, et c'est pour ça que le contrôle de zone, c'est essayer de nous attraper dans leur zone et véritablement casser notre volonté de rentrer par jet de pierre, agression. Alors là, cette année, j'ai quelques exemples. Alors c'est des jets de pavés depuis la terrasse d'immeubles, 8e, 9e, 10e étage. C'est des jets de boules de pétanque depuis également les terrasses d'immeubles. C'est des jets d'éléments de chauffage qui sont démontés, mis à la hâte et jetés des terrasses d'immeubles. C'est autrement des agressions locales, une fois que l'engin s'est engagé dans la cité, à coups de barres de fer, les jeunes montent, parce que bon, j'ai rarement vu des quinquagénaires, je pense que c'est plutôt jeunes, grimpent vite sur nos marchepieds et tapent à coups de baramine sur les vitres latérales de nos engins. Heureusement, ces vitres-là sont quand même feuilletées et protégées par un film protecteur. Malgré tout, ils les cassent. Donc si vous voulez, c'est une violence gratuite, idiote, qui peut blesser. C'est quand même une forme de violence qui peut, à un moment donné, par bêtise et par dérapage, faire des dégâts collatéraux extrêmement importants. Nous constituons maintenant une cible pour un certain nombre de violences gratuites, alors qu'au départ, nous n'étions pas concernés par ce danger. Nous sommes agressés comme nos collègues policiers qui interviennent avec nous. Sans eux, nous ne pourrions pas, d'ailleurs, aujourd'hui, exercer notre métier. Un pompier est payé 1 500 € net pour un temps de travail de 3 200 heures de travail réel par an. S'il devient sous-officier, il peut aller jusqu'à 3 000 €. S'il passe officier, il peut arriver jusqu'à 4 000 €. Non, écoutez, ça sent rien. Donc nous... Maintenant on se réveille là, allez! Plus petit commun dénominateur des pompiers d'Europe et peut-être du monde, à part l'incendie, c'est l'incendie et le secours routier, c'est-à-dire les opérations de désincarcération des personnes accidentées. Voilà, c'est à peu près le minimum. À partir de là, suivant les pays, on trouve des missions supplémentaires. Pour tous, incendie et secours à routier, et suivant les pays, un peu plus de risques technologiques, un peu plus de risques nucléaires, radiologiques ou chimiques, un peu plus de secours à personne. Nous entretenons des rapports assez étroits avec un certain nombre de collègues étrangers. C'est le cas par exemple avec les pompiers allemands de Munich, de Belfast, de Londres. Vous ne trouverez pas, par exemple chez les pompiers anglo-saxons, la mission de secours à personne qui est devenue aujourd'hui la plus importante, la plus envahissante dans le paysage du pompier français.
Les Portugais sont actuellement en train de faire le même chemin que nous avons fait il y a plusieurs dizaines d'années aussi pour le secours à personne. Donc cette évolution est très intéressante. Mais les évolutions sont très contrastées suivant les pays. Certains s'y refusant catégoriquement et ayant préféré développer des services publics d'ambulanciers, comme c'est le cas par exemple à Londres. Qu'est-ce qui me fascine autant? Je dirais que c'est un petit peu un rêve d'enfant. C'est le petit enfant qui grandit tout doucement, on part de la maison, on a envie un petit peu de montrer qu'on est fier de sa personne et fier de la chose qu'on fait. Et le métier de pompier, c'est le métier, enfin pour moi c'est le métier qui fait que si on veut montrer qu'on est quelqu'un, c'est un petit peu dans ce genre de métier qu'on peut le montrer. C'est pas un métier comme tout le monde, il y a beaucoup de satisfaction dans ce métier, que ce soit personnel et de ce qu'on dégage du métier. Donc non, beaucoup de choses qui font que c'est un beau métier. Difficile, mais ça, bon, quand on signe, on le sait. En rentrant au JSP, où je suis rentré au mois de septembre à 14 ans, à 8 h et à midi, quand je suis ressorti, je dis à mes parents, c'est bon, je sais ce que je veux faire. Et depuis l'âge de 14 ans, j'ai jamais démordu et j'ai tout fait pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et donc jusqu'à ma retraite, je sais que je ferai ça. Que de bons moments ici. C'est vrai. Les meilleurs moments, il y en a plein, tous les jours.